Il est avec nous aujourd'hui pour nous entretenir sur l'avenir du peuple québécois par le développement de projets mobilisateurs pour atteindre la souveraineté du Québec. Accueillons chaleureusement M. Robert Laplante. Bonjour, je suis très heureux d'être là, surtout après ce que je viens d'entendre. Vous trouvez que vos rapports d'activité, vos rapports annuels étaient extrêmement motivants, mobilisateurs, encourageants. Je vous en félicite et je vous remercie de me donner l'occasion à la fois de vous le dire, de vivre et de partager avec vous un certain nombre de réflexions, parce que je pense que vous jouez un rôle absolument déterminant. Dans la conjoncture présente, la solution à notre reprise de l'initiative pour le combat pour l'émancipation nationale ne viendra pas des partis politiques. L'initiative revient à la société civile. On a vu les Catalans réussir en quelques années ce que leurs partis politiques n'avaient pas réussi depuis la guerre. Ils vont bientôt franchir un seuil décisif pour leur émancipation. Nous sommes en mesure de faire de même, si vous le voulez bien, et si vous continuez de mettre les énergies que vous déployez déjà à une stratégie qui nous permettra, je pense, de distribuer des taloches à ceux qui en méritent et de proposer à l'immense majorité de nos compatriotes une voie d'avenir à la fois prometteuse et mobilisatrice. On m'a demandé de vous présenter quelques moyens d'assurer l'avenir. Vous me permettrez de faire un détour, parce que s'interroger sur les moyens d'assurer l'avenir, ce n'est pas une question banale. En fait, les grandes nations ne se posent pas ces questions. Elles se cherchent des voies, bien sûr, elles se divisent, débattent sur les orientations, mais les grandes nations ne se demandent pas si elles vont exister demain, si elles seront là à la prochaine génération ou dans un siècle. C'est le fait des petites nations que de s'interroger de la sorte. En fait, s'interroger sur les moyens d'assurer l'avenir, c'est une question inhérente à la vie des petites nations. Elle n'est ni nouvelle ni temporaire. C'est une constante de l'histoire des petites nations, et c'est en particulier une constante de la nôtre. Ça fait partie de notre vie culturelle, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la définition des paramètres mêmes de notre existence. Nous savons que nous sommes un peuple fragile, et cette conscience que nous en avons, elle varie selon les périodes, selon les époques, et évidemment, elle va provoquer cette conscience, et cette prise de conscience vont provoquer des réactions diverses selon les périodes. Ce questionnement, il va être particulièrement angoissant dans les périodes de morosité politique. Il va être particulièrement déstabilisateur, ce questionnement, quand on a l'impression que nos élites dirigeantes ne savent pas où elles vont, quand on a l'impression que si jamais elles veulent quelque chose, elles ne le veulent pas trop et qu'elles sont toujours à la recherche de la solution la moins engageante. Ça ressemble pas mal à la situation présente. Nous en avons vu d'autres, nous en verrons d'autres. Ce qu'il faut se rappeler dans ces périodes, c'est que cette insécurité culturelle fondamentale, c'est aussi un puissant stimulant. C'est comme ça qu'il faut le voir, parce que nous sommes, et je crois que c'est un privilège, nous sommes devant une injonction permanente de faire la preuve de notre volonté de vivre. Nous ne pouvons nous permettre de ronronner. S'asseoir sur ses lauriers pour une nation comme la nôtre, c'est prendre un risque sur l'avenir.
Alors, il faut s'habituer et il faut composer avec cette pression constante que nous avons à innover. Nous sommes condamnés à inventer, à innover sans cesse pour exister et pour continuer de construire notre différence. Nous sommes toujours devant l'obligation de produire et de reproduire les conditions qui nous permettent de garder ouverte la question de ce que nous sommes. Évidemment, cette pression-là, si elle nous permet, en volet positif, d'avoir une société extrêmement inventive, une société créatrice, innovante, comme est le Québec d'une manière extraordinaire, évidemment, cela génère aussi une anxiété pour ainsi dire à bas bruit, que nous éprouvons tous comme Québécois, comme militants encore davantage, à un moment donné ou à un autre, tout à coup, ça ne marchera pas. Mais cette anxiété, il faut bien comprendre que nous avons besoin de la nommer. Nous avons besoin de la nommer pour être capable de bien dresser notre corridor d'action. Parce que devant l'anxiété existentielle, nous avons deux façons de réagir. Ces deux façons sont omniprésentes dans la société québécoise, parfois même à l'intérieur de la même personne. D'un côté, nous avons une réaction qui vise à se soulager de l'insécurité en démissionnant. C'est-à-dire, non pas en cherchant à résoudre nos problèmes, mais bien plutôt à leur tourner le dos. Et de cette façon-là, on soulage la tension, mais on ne règle rien. D'autre part, cette façon-là de faire, c'est aussi une propension extraordinaire à se fabriquer des alibis pour se donner bonne conscience. Donc, à la fois, nous avons, si on veut, la tentation de faire comme si nous n'étions pas minoritaires, et de l'autre, la tentation de consentir à cet état de minoritaire à perpétuité, de consentir à cette absence de contrôle sur ce qui fait notre destin. Alors, évidemment, ça va traverser les projets politiques et les projets culturels de toute notre histoire. Et ça va se travestir de façon différente selon les époques. Et pourquoi ça se travestit tout le temps? Bien, parce que la démission n'est pas possible comme discours collectif. C'est une impossibilité. On va toujours trouver des individus qui vont proposer que le Québec s'assimile, qu'on cesse de se battre, mais collectivement, c'est une proposition qui est impossible à tenir. On ne connaît pas de collectivité qui parvienne à faire ça. Alors donc, on va être continuellement confronté à balloter entre le déni et la diversion. Alors, chercher les moyens d'assurer l'avenir, pour plusieurs, ça va être de rechercher les meilleurs moyens de ne pas se poser la question. C'est un paradoxe, mais c'est le paradoxe qui domine les projets politiques des tenants du Canada, en particulier depuis 1995. Pourquoi? Ben parce que leur position politique est celle de consentir à la minorisation. Plus que ça, c'est d'essayer de trouver une manière illusoire et efficace quand même, donc magique, de convaincre les Québécois que la minorisation est une voie de développement. Ce n'est vrai pour aucun peuple sur la planète. Pourquoi est-ce que ça le serait pour nous? Donc, comme il est impossible de soutenir cette position,
comme il est impossible de dire la meilleure manière d'être responsable, c'est de laisser aux autres le contrôle sur notre vie, c'est un paradoxe irrésolvable, ben, il y a un élément fondamental de la psychologie collective qui devient mobilisé à ce moment-là, c'est la perpétuelle minimisation des pertes. C'est comme ça que fonctionne la logique de la minorisation. Cette perpétuelle minimisation des pertes amène toujours à dire ben, c'est bien dommage, mais c'est pas si grave. Okay? Il n'y a jamais un dossier, il n'y a jamais une injustice, il n'y a jamais une exaction qui est assez grosse, assez grande, assez grave pour amener à dire assez, c'est assez. C'est particulièrement vrai quand on regarde la question de l'assimilation. Les francophones du Manitoba ont déjà représenté la moitié de la population du Manitoba, ils sont au moins de 2% maintenant. Et à chaque fois, c'est jamais assez grave, c'est jamais assez lourd pour que nous disions et que nous reconnaissions que le Canada est une terre hostile pour la langue française. Le règlement 17, on peut aligner toute une série de faits. Ces faits n'ont pas de charme chez les gens qui minimisent les pertes continuellement parce qu'il n'y a plus de seuil de rupture. Et ça, c'est l'acquis politique majeur du Canada depuis le référendum de 1995. Les partis politiques qui se disent fédéralistes au Québec sont devenus des inconditionnels. Pour eux, rien ne sera jamais assez important pour justifier de rompre avec le Canada. Et cette position-là, elle se traduit par le fait qu'il n'y a plus personne pour proposer un destin spécifique au Québec dans le Canada. Les fédéralistes n'ont plus de position sur le Québec, ils ont une position sur le Canada. Et, dans les faits, le Canada, pour eux, est à prendre tel quel. Et on ne peut même pas dire qu'il est à laisser, parce qu'il n'y a pas, pour eux, d'alternative. N'ayant pas produit et n'ayant pas inscrit dans le débat public le seuil de rupture, la dernière fois que ça a été essayé, ça a été le rapport à l'aide, qui disait que ça nous prend un minimum de 21 juridictions pour rester dans le Canada pour continuer de se développer. Ça n'a rien donné. Maintenant, c'est pas grave. Ça marche pas, c'est une impasse, mais c'est pas grave. On minimise toujours le fait. On vient d'apprendre qu'on s'est fait voler le référendum. Ah, c'est bien terrible. C'est pas grave. Si on va continuer. On vient d'apprendre qu'on se fait entuber par la Cour suprême. C'était il y a 30 ans. C'est dommage, mais c'est pas grave. Chaque fois, donc, on minimise les effets. Qu'est-ce qui se produit, évidemment? C'est que cette insécurité et ce mécanisme-là, profondément inscrit dans la psychologie collective, devient notre principale faiblesse stratégique. Cette insécurité qui fait notre force, c'est aussi ce qui fait notre faiblesse, et c'est une faiblesse qui exploite abondamment les adversaires du Québec. Cette faiblesse, elle est exploitée à l'interne, dans notre vie nationale, par les partisans de la soumission qui avancent derrière un paravent, derrière le discours, désormais, non plus du destin spécifique du Québec, mais du pragmatisme. Ces gens-là, maintenant, ne s'occupent que des vraies affaires, ne s'occupent pas du développement du Québec, ne s'occupent pas d'avoir un destin dans le Canada, ils ne s'inquiètent pas de ne rien contrôler dans la politique canadienne qui désormais se fait sans l'appui du Québec, puisque un gouvernement majoritaire peut toujours être formé à Ottawa sans même un seul vote du Québec. Non, ces gens s'occupent des vraies affaires. Alors, à l'interne, où vont-ils voir la principale vraie affaire? Le combat pour le bilinguisme. Pourquoi? Essentiellement parce qu'ils comprennent bien que s'attaquer à la langue française, s'attaquer au projet de vivre en français, intégralement dans un État intégralement français,
c'est le cœur de notre existence historique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur l'insécurité culturelle en nous tenant le discours du manque à être. Pour eux, plus ou moins explicitement, parler français et ne parler que français, c'est une tare. Ils ne se rendent pas compte du paradoxe, puisque tous les peuples de la Terre sont majoritairement monolingues. Hein? C'est particulièrement vrai du Canada, mais non, il n'y aurait que pour nous que ce serait une tare. Cette attaque vise essentiellement à jouer sur l'insécurité culturelle et à nous redire que, tels que nous sommes inadéquats pour exister. Nous n'existons que dans une phase transitoire. La langue devient, pour eux, le matériau privilégié pour entretenir l'insécurité. Le combat sur la langue, ça dit aux Québécois, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes ce que vous êtes et ça ne suffit pas. La langue, c'est beau, c'est sympathique, mais c'est anecdotique pour eux. Alors le pas est franchi désormais. Philippe Couillard, en commentant cette semaine le Prophète Loi 14, vient de détricoter la chose. Le bluff est terminé. Il a pris une position. Le Québec doit être bilingue et les Québécois doivent être bilingues. Or, ça, c'est une régression historique. Ça nous ramène 45 ans en arrière, mais en même temps, c'est un classique. C'est un classique. Cette idée que vivre en français, c'est être en dessous des exigences de la vie, des exigences de l'histoire, ben, elle est désormais au cœur du brevet politique explicite du Parti libéral. On peut s'attendre et se douter qu'ils vont draper cette démission dans un argumentaire qui va viser à faire un peu d'esbrouf, mais pour l'essentiel, ce qu'ils visent derrière le projet de loi 14, c'est à renforcer cette idée que le Québec est une minorité, que les Québécois sont une minorité, et que l'État de minoritaire les condamne au bilinguisme, et que c'est une bonne chose, parce que ne parler que français, ce serait une tare, un manque à être. Évidemment, on le sait, la science nous le dit, les linguistes nous l'établissent depuis longtemps. Gaston Miron a écrit des pages éblouissantes là-dessus. Le bilinguisme institutionnel pour un peuple n'est qu'une phase de transition. L'histoire des communautés francophones au Canada nous le montre très clairement, et être bilingue, c'est essentiellement un passage dans une chambre de décompression avant de s'assimiler. Alors, évidemment, là, il y a quelque chose de cinglé chez les péquistes à ne pas comprendre ça et à se lancer dans un programme d'anglais intensif à l'école et à ne pas prendre de front la question du bilinguisme institutionnel. C'est débile qu'un gouvernement souverainiste nous invite encore, quand on téléphone, Press 9. Ça n'a aucun sens. C'est une autre question. À l'interne, donc, la question du français, c'est toujours, comme disent les mineurs, hein, le canari dans le fond de la mer. Parce que c'est l'état de la langue, l'état de son statut, mais surtout l'état des débats sur son statut qui nous donne une indication claire de la façon dont nos adversaires travaillent contre nous. Nos adversaires, nous en avons à l'interne. Ce sont des adversaires, pourquoi? Parce qu'ils sont promoteurs de la tentation de se soumettre, de se couler dans le moule. Mais à l'externe, évidemment, leurs alliés, ils en sont en fait les relais, leurs maîtres, on peut dire, leurs maîtres savent très bien que le bilinguisme est une solution de transition qui permet d'entretenir des illusions et que ce bilinguisme doit être modulé
de manière à ne pas trop provoquer d'insatisfaction ou de résistance, et donc appliqué avec modération et surtout hypocrisie, et il permet progressivement d'asphyxier le canari dans la mine. On le sait maintenant, les débats sont récurrents, les juges à la Cour suprême n'ont pas besoin de parler français, la loi sur les langues officielles, ça sert à créer des jobs au bureau du commissaire aux langues officielles qui n'en finit plus de se lamenter des insuffisances. Ad nauseam, ad nauseam. Mais ce qui s'est passé depuis 1995, ça a changé la donne. Le brevet de l'État canadien est explicite. Depuis le référendum de 1995, plus jamais l'État canadien ne va prendre un risque et il ne veut plus connaître la grande peur. Il va prendre, et il a décidé de prendre, tous les moyens de l'État pour casser la cohésion nationale des Québécois. Il va lancer une guerre psychologique intensive pour provoquer la rupture de cette cohésion nationale, pour briser le ressort. Il y a eu toute une série de décisions. En gros, parce que le temps file trop vite, 3 décisions qui ont articulé le plan stratégique pour nous tasser les reins. Ces décisions ont été prises en février 1996 par la réunion du cabinet fédéral. Et l'asphyxie financière, donc des décisions unilatérales pour modifier le programme de péréquation, pour réduire les paiements dans la santé, etc. Deuxième élément, le front juridique qui va donner lieu renvoi à la Cour suprême, la loi sur la clarté, pour arnaquer une fois de plus, puisqu'il l'avait déjà fait avec la Charte canadienne des droits et des libertés, arnaquer encore davantage le pouvoir démocratique de l'Assemblée nationale du Québec. Et troisième front, le front symbolique, la guerre idéologique, dont la partie émergée aura été la campagne de promotion soutenue là, avec le banditisme du programme des commandites. Et il y aura toute une série d'autres mesures qui continuent d'être mises en œuvre et qui, depuis ce temps, sont dirigées de façon constante sur le Québec. Il faut arrêter d'être candide. Nous avons un État qui est notre adversaire. Il faut lâcher le syndrome passe-partout, là. Ils nous veulent du mal, pour de vrai. Pour de vrai. Et, évidemment, vous vous rendez compte jusqu'à quel point on a parfois été candide à vanter les grandeurs de la démocratie canadienne. Il y avait quelque chose de déconnecté dans le discours des souverainistes là-dessus, là. La démocratie canadienne a fait un coup d'État sur la Constitution de 82. La Cour suprême est une patente dessinée pour nous arnaquer. Ça va prendre quoi pour qu'on finisse par réaliser collectivement que nous sommes dans une terre hostile et que c'est... On ne parle pas des gens, on parle de l'État. Il y a des Canadiens sympathiques, là, j'en connais. Il y a des amis canadiens. Mais l'État canadien, c'est mon adversaire. Il me veut du mal. Il veut du mal à ma société. Il faut le dire. C'est un gouvernement étranger qui nous écrase les orteils. Et si on ne décide pas à nommer les choses correctement, on va se faire littéralement laminer. Parce qu'il y a 4 fronts sur lesquels ils nous attaquent de façon constante sur le plan idéologique depuis presque 20 ans maintenant. Et ce n'est pas terminé, ça s'intensifie. Le révisionnisme historique, on l'a vu à Québec. Ils ont transformé la fête de Québec en fête du Canada.
On va le voir bientôt avec le 375e anniversaire de Montréal, où encore une fois, ça va être une célébration du multiculturalisme et de tout ce qu'on peut déployer pour ne pas reconnaître que ce qui est fondé là, c'est une société qui n'a rien à voir avec ce qui est devenu le Canada. On l'a vu avec la guerre de 1812, il y en a tout plein. Deuxième front, l'usurpation symbolique. Alors là, vraiment, tous les succès culturels du Québec sont menacés. Okay? Le Cirque du Soleil, une grande réalisation canadienne. Les figures de notre littérature, les figures de nos arts, de grandes réalisations canadiennes. Bordua, un grand peintre canadien. Riopelle, un grand peintre canadien, etc., etc. La loi 101, dit Stéphane Dion, une grande loi canadienne. Hein? Il l'a dit, il le répète. Bon, évidemment, une grande loi canadienne, pourquoi? Parce que la loi 101 a été émasculée, complètement réduite en bouillie par les exactions menées contre elle par les tribunaux canadiens, financées par nos impôts, par un programme de soutien vigoureux à l'endroit des groupes de pression qui nous ont fait la guerre constamment sur la loi. C'est porteur parce que Normand Mulcair, qui est chef du NPD, était le directeur du contentieux de l'Alliance Québec qui avait sonné la phare. Troisième front sur lequel on va nous attaquer et qu'on continue de nous attaquer, c'est sur la représentation de nous-mêmes. On ne fait pas simplement réécrire l'histoire. Le multiculturalisme militant du Canada nous présente à nous-mêmes comme une minorité dans notre propre maison. Et ça, il y a un fer de lance, c'est Radio-Canada, dont la mission première est l'unité du Canada et dont la philosophie est celle du multiculturalisme. Et ça, c'est fondamental parce que ça martèle continuellement que nous ne sommes pas maîtres de la maison, nous n'y sommes même pas majoritaires. Et c'est extrêmement insidieux, ça fabrique des catégories du débat public et, par exemple, ça a contribué à nous désigner en nous volant notre nom. Nous ne sommes plus des Québécois, nous sommes des francophones. Ce qui, ce œuvre juridique-là, ne veut rien dire. Rien. On ne dit pas des Allemands que ce sont des germanophones pour les désigner. Hein? On ne dit pas des Italiens que ce sont des italophones. Et à Radio-Canada, quand on parle des Québécois, on dit que ce sont des francophones. Pourquoi on dit que ce sont des francophones? Ben parce qu'on laisse entendre que dans le Québec multiculturel, il y a toutes sortes d'autres communautés culturelles qui sont placées sur le même pied d'égalité. Parce qu'on ne dit pas des anglo-québécois. On dit des Québécois anglophones. C'est pas la même chose. On définit par rapport à un ensemble de minorités ce que nous sommes. Ce qui est une manière de nous liquider. Alors, on nous présente la chanson francophone, pas la chanson québécoise. Pas la chanson québécoise, même l'expression anglaise pour désigner qu'il peut y avoir des Québécois qui s'expriment en anglais. Non, non, la chanson francophone. On nous réduit au neutre. Il faut pourchasser cette désignation-là, parce que quand nous avons, au tournant des années 50, début des années 60, abandonné la désignation canadien-français, c'était pour cesser de nous dédoubler dans notre représentation de nous-mêmes. Nous nous sommes appelés Québécois. Et là, nous sommes en train, victimes d'une opération de propagande sans précédent, de nous dédoubler nous-mêmes en nous désignant comme Québécois francophones. Vous comprenez que le sous-jacent, c'est que quand on dit ça, c'est qu'être Québécois, c'est peut-être parler français. Alors que, culturellement, quand l'opération s'est faite à la fin des années 50, les Québécois, ça parlait français par définition. On peut souffrir des exceptions, on peut reconnaître qu'il existe des exceptions, des langues minoritaires, etc. Mais la norme, c'est la langue française.
La norme, c'est l'existence en français. Curieusement, nous sommes dans cette situation-là où nous auto-minorisons par effet de cette guerre de propagande. Le dernier front idéologique sur lequel ils sont extrêmement puissants, c'est le chantage économique, qui essentiellement repose sur une stratégie de désinformation bien relayée. Okay? Alors, par exemple, toute cette accélération qu'on fait autour des sables bitumineux et de l'Alberta, dont l'exploitation des richesses naturelles financerait de programmes sociaux. C'est une aberration relayée régulièrement parce que la péréquation n'a rien à voir avec le contenu des politiques provinciales. C'est une formule mathématique et elle s'applique, peu importe que le Saskatchewan soit contre l'avortement ou que l'île du Prince-Édouard ait décidé de faire la chasse au BS. C'est sans égard au contenu des programmes. Donc, c'est complètement erroné comme façon de nous représenter les choses. Et, évidemment, c'est une façon aussi de nous, systématiquement, de nous entraîner à minimiser les exactions. Alors, les 2 derniers budgets fédéraux, par exemple, ont fourmillé d'injustice et, dans le débat public, ce n'est pas parvenu à s'imposer au Québec comme quelque chose d'absolument intolérable. Ils ont mis 10 milliards pour sauver l'industrie automobile du sud de l'Ontario, des bricoles, même pas la moitié du montant annoncé n'était même pas de l'argent frais, 100 millions pour l'industrie forestière. Ils viennent d'en rajouter 1 milliard dans le dernier budget pour soutenir une sous-région de l'Ontario et des bricoles, encore une fois, pour le Québec. Cette désinformation-là, elle est constante là, sur le fait que nous n'avons pas les moyens d'exister. Et évidemment, elle est contraire à tout ce que nous pouvons établir scientifiquement de l'économie du Québec. Mais le mécanisme de minimisation des pertes joue toujours dans ce cas-là. Et on peut reconnaître qu'il peut y avoir des débats, on peut se chamailler sur l'importance des faits, mais en même temps, cette insécurité sur laquelle on joue nous amène à toujours accepter un recul comme un phénomène déplorable, mais tolérable. Le dernier en date est assez extraordinaire. Si vous pensez que ça va mal à Montréal, ne vous tournez pas seulement vers la mafia et tous les magouilleurs qui gravitent autour des contrats publics. Regardez l'élite économique. Elle n'a pas besoin d'être corrompue pour être minable. On a vu quelque chose d'assez extraordinaire sur l'attribution des permis d'atterrissage pour les aéroports. Okay? Les vols vers l'Asie, qui sont cruciaux pour le développement économique, on le sait, hein? C'est le centre de gravité de l'économie mondiale qui est en train de se déplacer vers l'Asie. Les vols ont été octroyés à Toronto. Il n'y a pratiquement rien pour l'aéroport de Montréal, qui est essentiellement une succursale de rabattage sur l'aéroport de Toronto. On a entendu la Chambre de commerce dire c'est donc valeur. Hein? On rate encore l'occasion du développement. Point à la ligne, on passe à un autre appel. Invraisemblable. Invraisemblable. C'est un levier stratégique. Le monde des affaires, même pas capable de se tenir debout là-dessus. Dominé, bien entendu, par une élite exclusivement disposée à continuer internaliser les reculs. Bon. Alors, évidemment, ces éléments-là, quand on les met tous en place, dire quels sont les moyens d'assurer notre avenir, ça nous interpelle. Et il faut regarder les choses dans le champ de force dans lequel nous opérons. Alors, le premier des axes de riposte forte pour nous, c'est de remettre le Canada sur nos écrans radars. Les Québécois, assez curieusement, décrochent du Canada mentalement. Ils ne suivent pas ça. On envoie 50 milliards par année, là, et même un peu plus, et on ne suit pas, et on ne tire pas les conséquences de ce qui se passe là. Okay? C'est invraisemblable. 35 milliards de contrats pour les F-35,
au moins autant pour les contrats maritimes, etc., notre argent en vole là-dessus et ça n'a pas d'effet structurant sur le débat québécois. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Et, par exemple, c'est un exemple amusant, mais amusant parce qu'il en est désolant, il vaut mieux en rire. Les Québécois déchirent leur chemise sur l'environnement et les sables bitumineux. Hein. Les sondages montrent en règle générale qu'il y a des courants d'opinion majoritaires pour désapprouver ça. Savez-vous quelle est la part des impôts que nous envoyons à Ottawa qui, chaque année, sert à subventionner les sables bitumineux? Ben, nous, on l'a compté pour voir ce que ça donnait. Ben, chaque année, c'est au moins 470 millions de dollars qui représentent notre quote-part des impôts qui vont en subvention à l'industrie pétrolière. Alors là, on ne peut pas vivre de même, là. Hein? Ça n'a aucun sens de se payer de mots et de laisser aller les faits comme ça. Deuxième axe de riposte fondamentale, et il faut absolument trouver à désamorcer, chaque fois que cela nous est présenté, les figures de l'idéologie qui veut que notre statut soit une vieille question. On entend toujours ça, hein? Les vieilles chicanes, c'est la nouvelle ligne du jeune Trudeau. Alors, là, il faut revenir là-dessus. Une question n'est résolue que quand on y trouve une solution, pas quand on arrête de la poser. Il faut revenir continuellement à la charge là-dessus. Et surtout, il va falloir singulièrement demander aux gens un coup d'État, est-ce que c'est sans conséquence? Ben, vous le demanderez aux prestataires d'assurance chômage. Parce que voyez-vous, l'assurance emploi, c'est le démenti formel que les questions constitutionnelles touchent au quotidien des gens. Pourquoi? Parce qu'on pourra se lamenter tant qu'on voudra. C'est une compétence fédérale. Et le Parlement canadien est dominé par une majorité qui n'en a que faire de nos jérémiades. La Constitution, ça change la vie tous les jours. Et quand elle nous est au surplus imposé, ça nous attache les deux mains dans le dos. C'est ce que les chômeurs sont en train de découvrir, mais c'est ce qu'il faut leur dire. C'est ce qu'il faut nommer. Je ne reviendrai pas sur l'indifférence du discours des véquistes là-dessus. Autre élément fondamental, la vieille chicane. Ben, il faut redire que nous sommes dans un conflit de légitimité à l'endroit du Canada. Il faut cesser d'avoir peur du conflit. Il faut nommer les choses. Il faut les nommer correctement. Parce que faire valoir ses droits, ça n'a rien à voir avec la chicane et ça n'a rien à voir avec le ressentiment. Faire valoir ses droits, c'est de bouger en fonction de ses intérêts et de ses aspirations dans un contexte où rien ne peut justifier que quelqu'un d'autre décide à notre place. Or, c'est la réalité du régime canadien. Pas Harper. Mettez Trudeau, il va faire pareil. Mettez Mulcair, il va faire la même chose. Le Parlement canadien est un Parlement étranger. C'est ce qu'il faut répéter. Les Québécois ne parviennent pas à articuler sérieusement ce discours-là. Et tant que nous allons penser qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans, comme l'avait dit si habilement la publicité qui voit sur notre insécurité, okay, on ne réussira pas à s'en dépêtrer. La Cour suprême, ce n'est pas notre tribunal, parce que c'est une loi fédérale qui l'a créé. Nous n'avons rien à dire dans la nomination des juges. Et en plus, c'est un tribunal qui interprète une constitution qui a été fabriquée pour nous assujettir. Alors, il faut nommer les choses. Il faut les nommer correctement. Je comprends que ça fait de moins bonnes émissions de passe-partout, mais la politique n'est pas une affaire de sentiment. Et il faut aussi, évidemment, apprendre à composer avec des élites velléitaires. C'est dommage, mais c'est comme ça. On a des mitaines qui nous
nous gouvernent. Mais pourquoi on a des mitaines qui nous gouvernent? Parce que dans le type de domination dans lequel nous baignons, ça produit des élites velléitaires. Okay? Ça produit des élites qui sont toujours en train de dire ben, il y a moyen de moyenner. Ah, on s'est fait ramasser, mais on va trouver un autre chemin. On a perdu, mais on va gagner la prochaine fois. Et à chaque fois, les enjeux sont banalisés, minimisés par nos propres dirigeants. Pourquoi? Parce que, justement, le conflit est de plus en plus exclu de notre débat politique. Or, évidemment, dire que c'est pas grave la Constitution, c'est comme quelqu'un qui, frauduleusement, se rend propriétaire de votre maison, mais vous allez continuer, pour ne pas faire de chicane, à faire les paiements hypothécaires. Ben, c'est ça la situation dans laquelle nous sommes, et c'est ce que nous devons faire comprendre à nos concitoyens. Alors, évidemment, on l'aura compris, les élites mollassonnes, ce sont des élites qui sont toujours disposées à s'accommoder des rôles d'intermédiaires ou encore à s'accommoder de la minorisation. Ça, ce n'est pas une affaire de conviction personnelle, c'est une affaire de positionnement politique. On peut jurer la main sur le cœur qu'on considère le peuple québécois comme un peuple, mais si on a une politique qui, dans les faits, reconnaît le contraire, nos convictions sont celles de l'impuissance. Moi, quand j'étais plus jeune, ça fait déjà longtemps, on avait, nous, des retraites fermées au collège, okay? Et une des premières affaires que ça ouvrait presque chaque fois le programme de retraite, qu'est-ce que la foi sans les œuvres? Hein? Nos bons-pères nous disaient qu'il ne s'agissait pas juste d'avoir la foi, il s'agissait d'aligner nos comportements sur nos convictions. Bien, on attend encore. Et pourquoi on attend encore? Parce que justement, nous n'avons de cesse de minimiser les pertes et nous n'avons de cesse de regarder ailleurs et de toujours présenter comme accessoires ou secondaires des enjeux qui sont déterminants. En fait, il faut, et c'est le travail de la société civile, il faut dire à l'ensemble de nos élites que assez, c'est assez, que les mitaines, ça va faire. Surtout les mitaines pas de pouce en hiver, comme le chantait Jacques Labrec. Ce qu'il nous faut, ce sont de grands gestes pour de grandes ambitions. Là, sous prétexte de discours d'austérité, sous prétexte de raisons comptables et même de gouvernement minoritaire, on est en train de nous convaincre qu'on pourrait se contenter d'un petit pain, continuer de rêver à la boulangerie. Or, nous avons les moyens de prendre le contrôle de la boulangerie. Et pour en avoir du succès, il nous en faut la volonté. Cette volonté-là, les partis politiques ne sont plus capables de la construire. C'est dans la société qu'on va le faire. C'est dans les mouvements sociaux qu'on va le faire. Et ça va nous permettre de leur glisser les poignets dans le dos. On va les tenir debout. Il faut arrêter de souscrire à l'idéologie du déclin qui nous est distillée jour après jour. Écoutez, la presse rappelle l'occasion, il y a toujours un palmarès où on est des perdants dans quelque part, tout le temps. On est toujours les derniers, les cancres, etc. Et évidemment aussi, on est une société vieillissante, il ne faut plus faire de grands projets parce que notre ambition, notre projet de société, c'est des garabas pour tout le monde. Et puis on l'a vu lors de la crise du printemps dernier. Vaut mieux saigner notre jeunesse pour être sûr qu'on ne manquera pas de cigares pour les vieux. C'est débile. C'est débile. Parce que notre situation sur le plan démographique, encore une fois, il faut l'apprécier à sa juste valeur. C'est vrai que le Québec connaît un vieillissement rapide. Okay? C'est vrai qu'avec le Japon, on est la deuxième société sur la planète où ce rythme est le plus rapide. Mais ce n'est pas une donnée déterminante. La donnée déterminante, c'est pas celle-là. C'est quelle est la proportion de personnes âgées dans l'ensemble
de la démographie, de la pyramide des arts. Alors qu'on essaie de nous faire des peurs avec ça, encore cette semaine avec les réunions de retraite, au Québec, la proportion de personnes âgées dans la population globale est autour de 14 et des poussières. Elle va augmenter. Et savez-vous que même en augmentant, nous sommes au 38e rang dans le monde. Notre situation n'est pas du tout alarmante. Les Allemands, 20% de personnes âgées dans l'ensemble de leur pyramide. Et est-ce qu'on entend dire que l'Allemagne est au bord? Pas du tout. C'est de la puissance qui domine l'Europe. Alors, ces éléments-là sont utilisés essentiellement dans une idéologie du déclin qui nous sert à nous faire accepter les petits pains. Je pourrais multiplier les exemples. Alors, il faut renouer avec l'intransigeance. Il faut être extrêmement intransigeant à l'égard de ceux qui nous dirigent, où qu'ils se trouvent. Pourquoi? Pas pour leur faire la vie dure, pour le plaisir de la chose, pour briser la logique de minimisation des pertes. Pour briser ça, il faut être exigeant à leur endroit et très peu tolérant pour les excuses qu'ils vont nous offrir. Et il faut véritablement renouer avec l'audace. Écoutez, là, à les entendre, là, il n'y en a aucun d'eux autres là, qui referait la caisse de dépôt, qui nationaliserait l'électricité, hein, qui bâtirait la régie des rentes. Tout est toujours trop gros, compliqué, l'état des finances publiques. Tous les prétextes sont bons pour dire nous pourrions nous contenter d'une demi-audace. Ben, ça n'existe pas de demi-audace. Hein? On n'est pas à moitié enceinte. Alors, il faut renouer avec l'audace, et pour ça, il faut, nous de la société civile, mettre les pendules à l'heure et repartager avec nos concitoyens ce qui est notre plus grande force, notre plus grand potentiel. J'en ai identifié 5 que j'en ai nous rapido. L'indépendance énergétique. Bon, on commence à en parler. Ben, écoutez, le Québec est une des sociétés les mieux placées au monde. Pas au Canada, pas en Amérique du Nord, au monde, pour réaliser son indépendance énergétique et s'affranchir du pétrole. Okay? La moitié de l'énergie consommée au Québec est d'origine renouvelable. C'est exceptionnel, c'est un atout fantastique que nous avons et que nous pouvons mobiliser. Le pétrole nous appauvrit. Okay? C'est 18 milliards, 12 milliards, ça dépend des années, puis des méthodes de calcul, qui sortent du Québec pour payer des énergies fossiles, alors que nous avons des surplus d'électricité et que nous avons un potentiel d'énergie renouvelable exceptionnel. Il faut arrêter de se représenter comme des perdants tout le temps. Le Québec est le deuxième plus grand gisement éolien du monde. C'est le plus grand gisement éolien d'Amérique du Nord. Le potentiel éolien du Québec, c'est 100 fois la puissance installée d'Hydro-Québec. Avez-vous idée de ce que nous avons dans les mains? Le Québec, c'est l'Arabie saoudite du vent. Okay? Nous pouvons développer ça. Nous avons un avantage. Oui. Nous avons un potentiel exceptionnel. Si on en discutait, on verrait que le plus gros du potentiel est au Moyen-Nord. Mais on va donner une chance à ce qu'on a. Et même chose pour la biomasse. Nous avons un potentiel extraordinaire avec la forêt québécoise. Or, justement, parce qu'on manque d'audace et qu'on laisse le débat conduit par les papetières moribondes et qu'on accepte comme des injustices du budget fédéral, ben, nous sommes en train de rater le virage de la reconversion de l'industrie forestière, alors que nous avons un potentiel fabuleux. Vous savez que la fibre de l'épinette noire, hein, l'épinette de misère qu'on voit partout, c'est une des meilleures fibres au monde pour son utilisation dans les nanotechnologies.
Il faut arrêter de faire du papier de toilette avec ça, ça n'a aucun bon sens. Nous gaspillons une richesse formidable. Alors, on peut faire l'indépendance énergétique. Vous imaginez-vous, si nous faisons la substitution du pétrole, c'est une injection annuelle d'au moins 12 milliards dans l'économie du Québec. Ça change le visage de notre économie. Deuxième projet, le réseau national de monorail grande vitesse. Hein? Un projet fantastique. C'est 100 000 emplois que ça crée. C'est une technologie qui nous permettrait de prendre le leadership mondial dans ces questions. Pendant qu'on gosse autour du morceau, la Chine a annoncé la création de 30 monorails urbains, qui n'ont pas été urbains comme celui-là, mais quand même, 30 monorails urbains dans ces villes intermédiaires il y a 2 ans. La course est partie. Nous avons une technologie de pointe et on laisse la mafia s'occuper des contrats d'asphalte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Okay? Et dans ce cas-ci, en plus, ça pourrait être à Bécancour, le banc d'essai. Okay? Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez 200 millions en banque, pas de brevets. Okay? Puis là, on va les entendre, les brevets de tourisme. Là, hein? Gros bateau dans le marina, puis on change l'économie de la région avec ça. Là. Non, pas bien que ça marche. Okay? Il pourrait y avoir, dans le parc de Bécancour, une solution alternative constructive pour remplacer la centrale nucléaire. Et il y a là tout ce qu'il faut pour faire un projet extrêmement mobilisateur. Essayez de convaincre vos députés, parce qu'eux autres aussi, ils sont sur l'innovation, ils ont le mot à la bouche dans toutes les 2 phrases, mais la première question qu'ils ont en avant d'un projet comme celui-là, c'est qu'il n'y a pas de précédent. Bien, justement, c'est pour ça que c'est une innovation. Hein? Bon, alors, il y a juste François Legault qui n'a pas compris ça. Il propose un grand projet d'innovation en disant on va copier la Silicon Valley. Cherchez l'erreur. Autre grand projet extrêmement important, porteur pour la région, je suis obligé d'accélérer. Les télécoms. Bon. La télévision telle qu'on la connaît, c'est mort. Okay? C'est mort. La télévision et Internet sont en train de converger d'une façon exceptionnelle. Bon. Alors, je vais proposer, j'en ai même parlé au ministre qui m'a expliqué pourquoi il ne pourrait pas le faire. Nous pourrions créer, au lieu d'attendre des permis du CRTC, de tout le niaisage de la réglementation fédérale, nous pourrions créer Web Québec, okay? Qui nous permettrait d'inventer la télévision du prochain siècle, okay? En créant un réseau de 6 centres de production de contenu Internet. On n'a pas besoin de la réglementation fédérale, le CRTC a lui-même reconnu qu'il ne s'occuperait pas de ça. Nous pourrions procéder maintenant pour créer un vrai réseau national de télécommunications. Un vrai. Et il pourrait être ici à Trois-Rivières. Ça pourrait être la tête du réseau. Et nous pourrions, c'est une structure légère qu'on peut bâtir. Et nous aurions à ce moment-là la possibilité d'avoir une représentation médiatique conforme à notre réalité nationale. C'est assez les chiens écrasés à Saskatoon, il y a une limite, là. Hein? Connaissez-vous l'état des débats sur le brevet de la mine d'apatite Arnaud à cette île? Vous en entendrez presque pas parler, c'est anecdotique. Hein? Connaissez-vous les débats sur le brevet du Mont à la Sarre, entre Amos et la Sarre? Non. Pourquoi? Parce que notre espace médiatique n'est pas construit sur notre espace national. Les Québécois sont habitués de se faire laminer avec des niaiseries, okay? Avec des niaiseries, les faits divers de Moose Jaw passent avant les sujets d'intérêt national au Québec. Ça n'a aucun sens. Faites l'expérience, essayez-le. Demandez à un Gaspésien de vous identifier les 2 grands enjeux de la l'Abitibi dans l'actualité. Demandez à quelqu'un de Charlevoix de vous parler des enjeux du Témiscamingue. S'il sait où sur la carte, c'est des bonnes chances. Ça n'a aucun bon sens. Okay? C'est à portée de main. Nous pouvons le faire. L'occupation du territoire. Écoutez, la souveraineté alimentaire, là, ça exige
une intervention massive sur le territoire. Savez-vous que 41% du domaine agricole québécois est en friche? 41%! C'est débile. On laisse faire ça. Ça n'a aucun sens, d'autant que notre terroir est relativement limité. La zone arable n'est pas très grande par rapport à l'ensemble du territoire. Alors, nous avons des opérations massives à faire de ce côté-là. Pour ceux qui manqueraient d'idées, sur les 300 000 hectares en friche impropres à l'agriculture, nous pourrions développer des plantations énergétiques qui nous permettraient de substituer 9 millions de barils de pétrole par année, et avec la production d'éthanol. Et comme la réglementation fédérale sur l'essence oblige maintenant un contenu en éthanol, ben nous, on a des terres en friche qui vont importer l'éthanol de l'Ouest. Cherchez l'erreur. Avec nos impôts, bien sûr. Alors, bon, il y a d'autres brevets, le temps me condamne. Tout ça pour vous dire que nous n'avons aucune raison d'avoir le moindre scepticisme à l'endroit de notre potentiel et de nos perspectives d'avenir. Il faut simplement travailler en neutralisant l'effet idéologique dépresseur qui est dérivé contre nous. De temps en temps, évidemment, quand on regarde comment c'est né, c'est un peu déprimant, mais c'est justement quelque chose que nous pouvons contrecarrer par l'affirmation d'une volonté forte et par le refus de nous contenter des demi-mesures. La minimisation des pertes nous a développé une psychologie collective extrêmement néfaste. Nous sommes contents des demi-mesures. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas de raison que nous vivions en dessous de notre potentiel. Nous avons les mains pleines d'une richesse exceptionnelle que nous ne mobilisons pas. Pourquoi? Parce que nous comprenons mal comment notre État pourrait nous servir. On fait référence à l'ouvrage de Gobeil, Un État de trop. Vous remarquerez d'ailleurs que les critiques dirigées sur l'État au Québec sont toujours sur le gouvernement provincial. Il n'y a pas de critique de fond sur l'État fédéral. C'est ce que nous allons devoir cesser de tolérer. Parce que si nous faisions cette critique de fond, nous verrions que l'État est notre instrument d'émancipation et que c'est avec lui, avec un État fort, que nous allons pouvoir réaliser l'ensemble de notre potentiel. Alors, il faut arrêter de nous contenter d'un discours où on nous présente la réalité de notre État comme une réalité provinciale. C'est une contrainte. Je le concède, je le reconnais, mais une contrainte à laquelle on consent, ça devient un aveu d'impuissance. Il faut réapprendre à se dire que nous sommes capables. Merci. Merci beaucoup. Si on veut être capable de suivre l'horaire pour le dîner, on a devant nous environ 10 minutes pour une période de questions. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à adresser à M. Laplante? M. Dauphin. Oui, bonjour. Vous avez parlé un peu du domaine forestier contemplatif, c'est le secteur qui m'a fait vivre au Québec. Une chose que j'ai vue dans un article dernièrement, sur les éoliennes en Europe, en France, 2% en France du parc électrique des éoliennes. Et en lisant l'article, j'ai remarqué que pourquoi est-ce qu'ils veulent aller là? Parce qu'on a 50% de centrales nucléaires qui sont bloquées avec ça. Mais ils disent que c'est le plus. Bon, c'est le domaine où il y a le plus de création d'emplois. De tous les domaines, produits électriques. Là, vous avez parlé de biomasse, et une des problématiques des éoliennes, c'est l'énergie lorsqu'il y a moins de vent.
À ce moment-là, leur capacité, ils disent que l'efficacité est à peu près de 32% dans leur flotte de Secours Québec, mais combiné avec votre biomasse, avec les turbines à vapeur, qui va produire de l'électricité, serait à ce moment-là une combinaison, je pense, qui serait intéressante. Une chose que je déplore, c'est que beaucoup d'usines ont fermé, qui avaient des capacités de brûler des écorces et autres éléments, qui ont été fermés et qui n'ont pas été remis en opération. Deuxième constatation, tous les systèmes de traitement secondaire que les usines appartiennent à l'exemple, on prenait Balgo aussi. Il y avait un système qui en base de celle-là. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est toutes des pertes de capacité qui ont coûté des millions et qui ne sont pas utilisées à nouveau. Moi, je trouve qu'un énorme gaspillage du point de vue des infrastructures qui ont été laissées abandonnées par les potentiels, etc., qui auraient pu servir dans le contexte que vous avez mentionné. Oui, ben, vous avez raison, on pourra en reparler si vous voulez après. Sur les éoliennes en particulier, c'est beaucoup moins intermittent maintenant que ça l'était. Et le potentiel de l'éolien que nous envie la planète entière, c'est la possibilité de le combiner avec l'hydraulique. Les réservoirs sont l'équivalent des batteries, c'est des accumulateurs. Et le plus gros potentiel éolien du Québec, on aurait voulu faire exprès que ça n'aurait pas mieux tombé, c'est le long des grands réservoirs du Nord, la baie James en particulier. Donc, on a la combinaison gagnante. Vous imaginez jusqu'à quel point il a fallu céder à des bandits pour sortir l'Hydro-Québec de ce mandat-là, de laisser les libéraux confier ça aux entreprises multinationales étrangères. Je veux dire, ils devraient avoir honte, et puis on ne devrait pas les endurer, dire une seule phrase sur la politique énergétique du Québec. Ils ont dévoyé notre potentiel. J'ai pas de question maintenant. Vous nous avez démontré de façon époustouflante jusqu'à quel point l'information dont on dispose est bien simple. Seriez-vous prêt quand votre texte est disponible à tous les gens, si vous voulez comme Oui, oui. Ben, écoutez, c'est une synthèse de ce que je raconte dans l'Action nationale depuis des années. Je fais autant que possible des textes périodiquement sur ces sujets-là. Dans ce cas-ci, j'avais mes notes. Je vais essayer, si je peux trouver une heure ou deux sur mon sommeil, de mettre ça par écrit pour en faire un texte. Je prends bonne note. Comme information, on va l'avoir sur vidéo, qui va être sur le site de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, tu peux dormir. On a d'autres questions, M. Laplante. Oui, M. Gauthier. Je suis avec le crayon à mine, donc le crayon plomb. Vous avez parlé du web. Moi, je trouve ça très intéressant parce que comme les petits chemins là-dedans, mais je vois bien que les jeunes, tout le monde se nage là-dedans. J'aimerais que vous nous donniez un peu plus de détails sur votre télé web, parce que ça m'approche comme très novateur. Ben, écoutez, grosso modo, là, les technologies sont en train de converger. Les téléviseurs qu'on vous vend dans les magasins maintenant sont de plus en plus simplement des écrans qui sont pourvus de dispositifs pour les brancher à votre ordinateur et ce sont des capteurs de contenu pour l'essentiel. Donc, on peut maintenant, en faisant converger le câble, l'Internet et la télévision, on peut penser que dans ce domaine-là, ce qui va être névralgique, c'est la capacité de livrer des contenus. Et plutôt que de mettre des millions et des millions dans une infrastructure lourde, qui est la production télévisuelle conventionnelle, puis de continuer de se lamenter comme on le fait depuis 20 ans que Télé-Québec devrait avoir une émission d'information, mais qui ne peut pas vraiment avoir une émission d'information parce que c'est pas dans le mandat que CRTC lui donne. Alors, il est obligé de travestir ses émissions d'information en émissions de services publics, etc. On peut, au contraire, partir immédiatement des radios web, des télé-web, et ça, donc, l'État du Québec pourrait partir un réseau national de diffusion
et à ce moment-là, lui donner des mandats de construire l'espace médiatique du prochain siècle pour le Québec. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et, bon, dans les esquisses que vous avez faites, c'est 60 postes qu'on peut créer par centre de production. Donc, et ces centres de production, mis en réseau, nous donneraient une couverture exceptionnelle sur le Québec et sur le monde. Et nous aurions, à ce moment-là, véritablement une correspondance entre notre récit médiatique et notre réalité nationale. André, une dernière question, M. Marin, M. Rochereau. Oui, moi, la question que j'ai, c'est que le projet Trans-Québec, de Montréal, là, moi, je trouve que c'est une idée du 21e siècle terrible. Est-ce que ça pourrait avoir quelque chose au Québec pour être la source de financement pour le mettre? On sait qu'avec les libéraux, on a vu que c'est que Thierry Mandal a essayé de faire à déboulonner au Québec. Le premier ministre a annoncé il n'y a pas longtemps. Il a même fait un coup de fumée. Il y a une dizaine de jours, il a mis PKP, que vous connaissez tous, à la présidente en espérant que ça va stimuler un peu les affaires. Alors, bon, le problème, là, c'est pas un problème d'argent. Ça, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Ça, c'est un prétexte, une excuse. C'est à peu près 12 à 15 milliards. C'est pas énorme. C'est moins que si vous bien d'autres projets qui sont développés dans le monde. Nous avons les moyens de le faire. La question, c'est avons-nous la volonté de le faire? Ça, c'est autre chose. Et évidemment, c'est un projet de gouvernement. C'est l'État du Québec qui doit décider de réaliser ça. Il y a plusieurs options possibles. Il faut créer une instance qui va le porter. Ça peut pas être Hydro-Québec, je crois, parce que c'est pas sa mission. Hydro ne fait pas du transport. Mais Hydro, évidemment, c'est le fournisseur de l'énergie que ça requiert pour faire fonctionner un bidule pareil. Mais fondamentalement, c'est d'abord une question de choisir, de mettre une politique de transport au service de la structuration de l'espace national. C'est ça d'abord et avant tout. Et il y a moyen de le faire à un coût abordable et surtout en transformant cette occasion en formidable aventure scientifique pour la jeunesse et en capacité industrielle exceptionnelle. le gouvernement actuel, présentement, mais écoutez, c'est un peu ridicule. Encore une fois, cette semaine, nous avons eu un exemple de l'impuissance consentie. Le ministre et la première ministre ont fait une annonce en grande pompe. Ça fait 20 ans qu'on parle du SLR reliant Longueuil à Montréal. Il l'annonce sur le pont Champlain, mais conditionnel au financement du fédéral, et l'ineffable Denis Lebel qui annonce le lendemain, il n'y en a pas question, la porte est fermée, le fédéral ne voudra pas une scène. Alors là, écoutez, il y a une limite. À un moment donné, on se dit, c'est assez, et on fonce pareil, puis on fait la bataille. Mais là, on va se lamenter que ça serait donc beau. Ça serait donc beau. J'avais annoncé une dernière question, M. Rochereau, rapidement, s'il vous plaît. Dans le même fait, où en est la position du gouvernement dans ce dossier-là? C'est ma question. Dans ce dossier-là, j'ai fait une présentation déjà au caucus. J'ai rencontré plusieurs élus. On les entend parler d'électrification, mais il n'y a pas aucun signal particulier. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Je ne comprends pas qu'ils continuent de tendre l'autre joue quand ils mangent une taloche comme celle que Lebel vient de leur donner cette semaine. Je suis sûr que nous pourrions faire une grande mobilisation nationale sur un projet pareil. Et si en plus, il faut les convaincre qu'il y aurait un avantage électoral à le faire, là, ça commence à devenir un peu lourd.